Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie, la délégation des barreaux de France pour, l'organisation de ces entretiens, européens touchant au thème du droit de la santé et de me permettre d'intervenir sur, le sujet de la libre circulation des médicaments en faisant un focus sur, la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal. Donc, on l'a dit, déjà hier, les médicaments, sont des marchandises, mais des marchandises particulières. Mais en tant que marchandises, ils doivent répondre aux règles de libre circulation, des marchandises et de la concurrence. Mais comme c'est une marchandise particulière, ils sont soumis à une réglementation contraignante et donc au niveau de l'Union, un médicament ne peut pas être mis sur le marché s'il n'a pas obtenu, une autorisation de mise sur le marché. Alors, on a, des imprécisions ou parfois, des interprétations de la réglementation qui peuvent donner lieu à des mesures d'effet équivalents à des restrictions quantitatives et si ces mesures peuvent être justifiées, pour des motifs de santé publique, nous verrons que, ce n'est pas souvent le cas. Donc dans le délai qui m'est imparti, il va être difficile de faire un focus exhaustif, des dernières jurisprudences, dans la matière. C'est pourquoi donc j'ai fait un choix, d'articuler ma présentation en 2 grands, points. D'un côté, la mise sur le marché des médicaments et de l'autre, tout ce qui concerne la protection et les droits de propriété intellectuelle, des médicaments. Donc moi, mon focus sera un peu plus large que celui, de mon confrère Olivier Loupe, puisque je me suis concentrée sur des jurisprudences qui ont été rendues entre, 2018 et 2022. Donc tout d'abord, sur, la mise sur le marché des médicaments, deux types de jurisprudence seront abordées, celles qui ont été rendues dans le cadre des modalités de commercialisation et celles qui ont été rendues dans le cadre des importations parallèles. Donc s'agissant, des modalités de commercialisation, donc je l'ai dit et ça a été redit, déjà hier, il n'y a pas, de mise sur le marché des médicaments sans autorisation de mise sur le marché, sachant que ces autorisations peuvent être, heu, données de manière centralisée au niveau de l'Union européenne ou, par les autorités nationales. Une fois que, ce que nous dit le code pardon, ce que nous dit le code communautaire des médicaments, c'est que, lorsque les autorités nationales autorisent la mise sur le marché d'un médicament, elles classent ce médicament, selon que celui-ci est soumis ou non à prescription médicale. Un autre point, de jurisprudence qui sera abordé concerne, la vente en ligne des médicaments, qui est un mode de commercialisation, qui est possible pour les États membres, sachant que ceux-ci ont la possibilité d'imposer, des conditions, plus restrictives pour protéger la santé publique. Donc le premier arrêt, dans le cadre des modalités de commercialisation, c'est l'arrêt, Pharma Express qui a été rendu le 8 juillet 2021. Donc Pharma Express, importe à plusieurs reprises d'un autre État membre, un médicament qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en Hongrie. Mais, ce médicament est autorisé dans un autre État membre comme un médicament sans prescription médicale. L'autorité, hongroise enjoint Pharma Express de s'abstenir de ce comportement au motif que cela, violerait la réglementation hongroise dans la mesure où, Pharma Express fournit des médicaments qui ont été achetés dans un autre État membre en ne bénéficiant pas, d'une AMM nationale et sans avoir rempli une déclaration, d'autorité pharmaceutique. Donc pour Pharma Express, c'est clair, ceci constitue une restriction quantitative à l'importation qui est contraire à l'article 34 et qui ne peut pas être justifiée au regard de l'article 36 parce que cette autorisation, déclaration d'importation prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être obtenue, ce qui peut mettre en danger la vie des patients. Donc la question arrive à la Cour de justice et il s'agit de savoir si un médicament qui a une AMM nationale dans un État membre et qui est classé comme médicament non soumis à prescription peut être légalement délivré dans un autre État membre sans AMM nationale ni classification et est-ce que de telles mesures constituent des restrictions qui peuvent être justifiées au regard de l'article 36 du traité. La Cour répond que, un médicament qui n'est pas soumis à prescription dans un État membre ne peut pas être commercialisé dans un autre État membre s'il ne dispose pas d'une AMM. Et elle considère que dans ce cadre-là, il n'y a pas de restriction quantitative, au sens de l'article 34 du traité. S'agissant maintenant de la vente en ligne, donc on a un arrêt qui a été rendu le 1er octobre 2020, c'est l'arrêt A contre, Daniel B.
Donc A est une société néerlandaise qui exploite une pharmacie d'officine aux Pays-Bas et différents sites internet de vente en ligne de médicaments sans prescription médicale et de produits parapharmaceutiques, dont un de ces sites cible la clientèle française. Donc A mène une campagne de publicité assez intensive avec l'insertion de prospectus publicitaires dans les colis, l'envoi de courriers postaux, des rabais sur les prix lorsqu'on fait une grosse commande et aussi procède à un achat de référencement sur des moteurs de recherche. Donc pour les exploitants de pharmacies d'officine établis en France et les syndicats qui les représentent, ceux-ci constituent des actes de concurrence déloyale dans la mesure où eux n'ont pas le droit de le faire et qu'en plus de ça, les pharmaciens français sont soumis à une obligation d'imposer un questionnaire de santé avant la validation de la commande, ce que ne fait pas la société A. Donc la question arrive devant la Cour de justice et il s'agit de savoir là s'il est possible pour un État membre d'encadrer la publicité qui est faite par des pharmaciens établis dans d'autres États membres pour un service de vente en ligne de médicaments sans prescription et si ce processus de commande peut également être encadré pour les médicaments sans prescription. Et enfin, donc, est-ce que ces restrictions constituent des restrictions qui sont contraires aux articles 34 et 36 du traité ? Donc la Cour répond ici qu'il est possible pour les États d'interdire la publicité pour les services de vente en ligne de médicaments qui sont fournis par une pharmacie qui est établie dans un autre État membre, qu'il est également possible d'interdire les offres promotionnelles qui visent l'octroi d'un rabais sur le prix global de la commande, qu'il est possible d'imposer l'obligation d'insérer un questionnaire de santé dans le processus de commande, mais là on est vraiment dans le cadre du raisonnement classique du marché intérieur. Donc la Cour identifie les entraves et après regarde s'il est possible de les justifier au regard de la protection de la santé. Et donc là, la Cour explique que une telle réglementation qui prévoit de telles interdictions est possible si elle est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l'objectif de protection de la dignité de la profession de pharmacien. Et donc, c'est aux juridictions nationales de s'assurer de cela. En revanche, ce que nous dit la Cour, c'est qu'il est contraire au droit de l'Union d'interdire le référencement payant des moteurs de recherche et des comparateurs de prix. Alors, s'agissant maintenant, toujours sur des questions de mise sur le marché, la question des importations parallèles. Donc, pour mémoire, les importations parallèles sont une forme de commerce légal qui découle du fait que les prix des médicaments ne sont pas harmonisés au niveau de l'Union européenne. Donc, les importateurs parallèles profitent de cette différence de prix et l'importation parallèle consiste donc à importer un médicament depuis un État membre d'origine où il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, vers un État membre de destination où une AMM a été délivrée pour un médicament qui est essentiellement similaire au médicament importé. Donc le premier arrêt que j'ai relevé dans ce domaine concerne les formes pharmaceutiques différentes et c'est l'arrêt Colpharma du 8 octobre 2020. Donc, dans cet arrêt, on a Colpharma qui met sur le marché allemand un médicament sous forme de comprimé qui est soumis à prescription médicale. Donc, ce médicament bénéficie d'une AMM en Italie et a été mis sur le marché italien. Colpharma donc bénéficie de cette autorisation d'importation et cette autorisation est accordée sous réserve que l'AMM soit adapté aux futures modifications de l'AMM de référence en Allemagne, sachant qu'en Allemagne, un médicament de référence existe sous forme de comprimé, puis par la suite sous forme de gouttes. Et le titulaire de l'AMM de référence a une notice d'information combinée pour la forme de goutte et la forme de comprimé. Ce qui se passe, c'est que l'autorisation de mise sur le marché de référence en Allemagne expire. Et donc, Colpharma notifie à l'Institut allemand la modification de la notice d'information en se basant sur ce qui était prévu dans la même de référence, donc une forme de goutte et une forme de comprimé. L'autorité allemande refuse les modifications proposées au motif que d'un point de vue réglementaire, il est impossible d'adapter la notice d'information. Donc les questions qui sont posées à la Cour
Est-il obligatoire pour un État membre d'autoriser les modifications des indications d'un médicament qui bénéficie d'une AMM dans un État membre faisant l'objet d'importation parallèle, si l'AMM de référence a expiré dans l'état d'importation et si la modification est basée sur les indications d'un médicament qui a une même substance active, mais une autre forme pharmaceutique dans l'État membre d'exportation. Et de telles restrictions sont-elles contraires aux articles 34 et 36. Donc là, la Cour répond clairement que le refus d'approbation de modification est une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative qui ne peut être justifiée au regard de l'article 36, puisque aucun indice ne permettait de démontrer l'existence d'un risque pour la protection effective de la vie et de la santé des personnes. Ensuite, autre arrêt que je vais relever dans le domaine des importations parallèles, il concerne l'expiration des autorisations et c'est l'arrêt Delpharma du 25 novembre dernier. Donc Delpharma importe des médicaments sur le marché polonais et ces médicaments bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché en République tchèque. Donc Delpharma en Pologne, il existe une réglementation qui dit que 1 an après l'expiration de l'AMM de référence sur le territoire polonais, les importations parallèles tombent de plein droit. Pour Delpharma, c'est ce qui se passe et ils considèrent que c'est une restriction à la libre circulation des marchandises qui est contraire à l'article 34 et qui ne peut pas être justifiée. Donc la question est posée à la Cour, est-ce que c'est contraire aux articles du traité de prévoir l'expiration d'une autorisation d'importation parallèle au terme d'un délai d'1 an à compter de la date d'expiration de l'AMM de référence? La Cour répond que oui, en effet, la cessation automatique de validité d'une autorisation d'importation parallèle en raison du retrait de l'AMM de référence est bien une restriction à la libre circulation des marchandises, puisque de facto, elle interdit et elle empêche, les autorisations d'importation parallèle. La deuxième partie de cette intervention concerne donc la protection des médicaments et la propriété intellectuelle. Donc, les médicaments, on le sait, sont couverts par des droits de propriété intellectuelle, parmi lesquels on trouve les brevets et les certificats complémentaires de protection, les 2 thèmes dans lesquels j'ai relevé certaines jurisprudences intéressantes. Donc, ce qui se passe dans ce domaine, c'est qu'on a souvent un certain degré de tension entre la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, puisque afin d'inciter la recherche et le développement, des droits de propriété intellectuelle attribuent certains privilèges aux inventeurs. Et afin de promouvoir le progrès technique et le développement économique, les inventions, après un certain temps, vous le savez, tombent dans le domaine public de manière à ce que tout un chacun puisse s'en prévaloir et faire avancer la science. Et c'est un aspect qui revêt une importance particulière dans le domaine des médicaments, où la promotion de la recherche par les laboratoires de Princeps doit être conciliée avec l'intérêt général de la mise sur le marché de médicaments génériques qui notamment soulagent le financement des caisses d'assurance maladie. Donc dans cette matière, les litiges de brevets entre concurrents font partie finalement du jeu normal de la concurrence et le fait de les résoudre de manière amiable, c'est une pratique assez répandue. Le problème, c'est quand ces règlements amiables de litige entrent en conflit avec des règles du droit de la concurrence et le seul but de ces accords étant pour la plupart d'éviter ou de retarder l'entrée sur le marché de concurrents potentiels. L'autre point qui sera relevé, donc les jurisprudences concernant les certificats complémentaires de protection, qui est donc un droit sui generis, dont l'objectif est d'accorder aux titulaires de brevets une protection complémentaire pour répondre à l'insuffisance de la protection effective qui est conférée dans ce domaine. Donc tout d'abord, s'agissant des brevets, un arrêt intéressant qui est l'arrêt Hoffmann-Laroche et qui concerne les hors AMM, qu'on appelle aussi le off-label, qui a été rendu le 23 janvier 2018. Donc le laboratoire Roche a développé 2 médicaments, le médicament Avastin, qui est un médicament oncologique, et le médicament Lucentis, qui est un médicament ophtalmologique.
il décide de commercialiser Avastin et confie la commercialisation du Lucentis à Novartis par le biais d'un accord de licence. Ce qui se passe, c'est que Avastin obtient son autorisation de mise sur le marché 2 ans avant celle de Lucentis. Et donc, pendant ce laps de temps, les médecins s'aperçoivent que le médicament oncologique a des effets ophtalmiques intéressants. Et donc, ils prescrivent ce médicament-là pour des pathologies oculaires, et notamment la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, ce qui se passe, c'est que ce médicament finalement est prescrit au-delà de ce qui est prévu par le résumé des caractéristiques du produit, et donc hors de l'AMM du produit, en raison de son efficacité et de son coût qui est relativement bas comparé à ce qui existe sur le marché. Et cette pratique va perdurer, même quand Lucentis entrera sur le marché, parce que Lucentis était beaucoup plus cher que l'Avastin. Donc Roche et Novartis concluent un accord et l'autorité italienne observe que cet accord entre les laboratoires vise à communiquer de fausses informations sur le profil de sécurité de l'Avastin, de manière en fait à dissuader cette utilisation hors AMM, parce que l'Avastin est beaucoup moins cher. Elle constate une infraction, prononce une amende. L'affaire arrive à la cour et la question posée est celle de savoir si la pratique concertée qui vise à exagérer la moindre sécurité ou la moindre efficacité d'un médicament est une restriction de la concurrence par objet. La Cour est claire, en l'espèce, c'est bien une entente anticoncurrentielle entre les laboratoires qui ont divulgué des informations trompeuses dans le seul but de susciter des doutes sur la sécurité d'usage de l'Avastin au profit de Lucentis. Il y a donc restriction de concurrence par objet. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt, ce sont les conclusions de l'avocat général qui expliquent qu'en fait, la solution aurait pu être différente si les laboratoires avaient transmis des informations exactes et objectives au regard des connaissances scientifiques disponibles au moment des faits pertinents, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire Roche, et que dans ce cas-là, on n'aurait sûrement pas eu une restriction de concurrence. Et la Cour ajoute que tant que l'illécéité de la prescription ou de la commercialisation d'un médicament pour une utilisation hors AMM ne ressort pas d'une décision définitive des juridictions compétentes, il n'appartient pas aux entreprises de préjuger de l'illicéité en éliminant de façon concertée, au moyen d'avis trompeurs, la pression concurrentielle qui peut exister sur les produits. Toujours dans le domaine des brevets, un autre arrêt intéressant, l'arrêt Lundbeck, qui a été rendu le 25 mars 2021 et qui concerne les paiements inversés. Donc, Lundbeck est une société de droit danois qui a un médicament phare pour l'antidépression. Mais le problème, c'est que les brevets arrivent bientôt à échéance et donc Lundbeck est confronté à l'arrivée imminente des génériqueurs. Donc, il décide de conclure des accords avec plusieurs laboratoires concurrents de médicaments génériques en contrepartie d'importants transferts de valeur qu'on appelle les paiements inversés. La Commission constate ces accords et estime que de tels accords visent à exclure les fabricants de génériques au moyen de paiement, que cela constitue une infraction au regard du droit de la concurrence et donc qu'il est nécessaire de prononcer plusieurs amendes pour réparer cette infraction. Le Lundbeck, insatisfait de la décision, fait un recours en annulation devant le tribunal qui confirme la décision de la commission et qui estime que les accords en cause constituent bien des restrictions de concurrence par objet. Lundbeck se pourvoit en cassation devant la Cour au motif de l'absence d'existence d'une infraction aux règles de concurrence, bien évidemment, et d'une erreur sur le principe même des amendes et leurs modalités de calcul. Donc cet arrêt est intéressant puisque la Cour apporte de nouvelles orientations sur la notion de concurrence potentielle et sur l'évaluation des accords de règlement de brevet avec paiement inversé. Donc la Cour nous dit que pour déterminer s'il y a une concurrence potentielle, il faut vérifier si les génériqueurs avaient des possibilités réelles et concrètes, d'une part d'entrer sur le marché et d'autre part de concurrencer les laboratoires de princeps. En l'occurrence, la Cour constate que là, les accords qui ont été conclus entre Lundbeck et les autres laboratoires pharmaceutiques
visait vraiment à empêcher cette concurrence, puisque Lundbeck craignait l'apparition des génériques. Mais la Cour nous dit quand même qu'il ne faut pas d'approche systématique envers les accords de paiement, puisque de tels accords constitueront une entrave à la concurrence si le seul intérêt qu'il y a derrière est un intérêt commercial pour toutes les parties. Ensuite, concernant les CPP, donc 2 arrêts là aussi. Donc le premier, c'est l'arrêt Teva contre Gilead du 25 juillet 2018 et il concerne la question du brevet de base antérieur. Donc Gilead commercialise un médicament qui est composé de 2 principes actifs. Il obtient un brevet en 1997, une AMM centralisée délivrée par l'Agence européenne en 2005 et un CPP en 2008 sur la base du brevet de base et de l'AMM. Teva et d'autres laboratoires contestent la validité du CPP au motif que le produit devrait figurer dans le libellé des revendications, ce qui n'est pas le cas du produit de Gilead. Donc la question posée à la Cour est celle de savoir quels sont les critères qui permettent de déterminer si un produit protégé est protégé par un brevet de base en vigueur. Donc là, la Cour nous répond qu'il est possible de considérer un produit comme protégé par un brevet de base en vigueur, même si ce produit, objet du CCP, n'est pas explicitement mentionné dans les revendications, mais pour autant, il faut que ce produit soit nécessairement et scientifiquement visé dans les recommandations. Donc, la Cour fournit ici, c'est ce qui est intéressant, un guide d'interprétation et elle explique qu'il faut adopter le point de vue de l'homme du métier afin de savoir si, sur le fondement de ses connaissances générales et à la lumière des descriptions de l'invention contenues dans le brevet, le produit visé dans les revendications est une caractéristique nécessaire pour la solution du problème technique qui est divulgué par le brevet. Et donc, elle explique que pour ça, il faut se baser sur l'état de la technique à la date du dépôt et de priorité du brevet de base, s'assurer de la combinaison des principes actifs, que la combinaison des principes actifs relève bien de l'invention et s'assurer que chacun de ces principes actifs est spécifiquement identifiable. Et ça, donc, ce sont des lignes directrices qui présentent un intérêt vraiment réel, puisqu'elles ont été par la suite réappliquées dans une affaire pan-européenne qui a concerné plusieurs juridictions nationales. Enfin, le dernier arrêt concerne donc toujours les CPP et la question de la première AMM. Donc, c'est un arrêt qui a été rendu le 9 juillet 2020, l'arrêt Santen. Donc là, Santen est un laboratoire pharmaceutique qui est spécialisé en ophtalmologie. Il est titulaire d'un brevet européen qui a été délivré en 2005, une AMM en 2015, et il demande donc auprès de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle français, une demande de CCP sur le fondement de son brevet de base et de l'AMM. L'INPI rejette sa demande au motif qu'une AMM a déjà été délivrée pour un médicament avec la même substance active en 1983, même si ce médicament visait une application thérapeutique différente. Et dans ces cas-là, il faut considérer que l'AMM en cause n'est pas la première AMM du produit visée par la demande de CCP et donc que celle-ci doit être rejetée. Donc, la Cour d'appel, l'affaire arrive jusqu'à la Cour d'appel de Paris qui saisit la Cour de justice de questions préjudicielles. Et donc, plusieurs questions se posent ici. Donc, comment interpréter la notion d'application thérapeutique différente? Est-ce qu'il s'agit d'une application humaine qui fait suite à une application vétérinaire? Est-ce qu'il s'agit d'une indication qui relève d'un nouveau champ thérapeutique? Est-ce que l'objectif est de mettre en place un système équilibré qui prend en compte tous les intérêts? Et est-ce qu'il faut entendre cette notion d'application thérapeutique différente comme une notion extensive, c'est-à-dire d'indications thérapeutiques et maladies différentes, formulation, posologie et ou mode d'administration différents? Donc là, la solution de la Cour, dans sa décision, la Cour revient sur la jurisprudence Neurim qu'elle avait établie en 2012 et considère que
Une autorisation de mise sur le marché ne peut pas être considérée comme étant la première autorisation de mise sur le marché au sens du règlement en question. Lorsque cette autorisation porte sur une nouvelle application thérapeutique d'un principe actif ou d'une combinaison de principes actifs qui a déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour une autre application thérapeutique. Donc voilà brièvement le tour d'horizon sur les dernières jurisprudences que j'ai pu relever dans la matière. On le voit, la jurisprudence est très riche dans le domaine. Elle apporte aux acteurs du secteur de nombreuses réponses à leurs questions. Il est évident qu'il y en aura encore beaucoup d'autres dans les prochaines années, donc c'est une affaire à suivre et je vous remercie pour votre attention.